Aujourd'hui, on parle du mécanisme des réactions. Le mécanisme, c'est quoi? C'est un peu comme la feuille de route d'une réaction. Qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes et des électrons? Quels sont les mouvements d'électrons d'une molécule à une autre au cours d'une réaction chimique? Les chimistes ont réussi, grâce à leurs expériences en laboratoire, à trouver des indices qui les mènent à faire ressortir le chemin des électrons pendant une réaction. Et donc, on fait des dizaines et des dizaines de réactions. On s'aperçoit qu'on est capable de dégager les grandes lignes de ce qui se passe et on dit, maintenant, voici le mécanisme de la réaction selon nos connaissances, les meilleures connaissances que nous avons. Et on essaie ensuite de prendre ces mécanismes-là et de les appliquer à d'autres réactions. Et donc, votre travail va être d'apprendre les conventions. Qu'est-ce qu'on utilise dans un mécanisme pour pouvoir bien le montrer? Et ensuite, on va vous en montrer certains mécanismes qui sont connus et qui vont pouvoir être utilisés dans plusieurs exemples dans vos exercices. On va avoir deux. Okay. Mécanisme, c'est quoi? C'est le mouvement des atomes et des électrons au cours d'une réaction. Vous pouvez le noter dans votre cahier. Donc, mouvement des atomes et des électrons au cours d'une réaction. On va en avoir deux. La première, le premier type de réaction, c'est les réactions qui sont qu'on appelle homolytiques. C'est-à-dire qu'il y a juste un électron qui voyage. Ce genre de réaction-là est d'une certaine catégorie. On appelle ça des réactions radicalaires. Et on va utiliser des flèches à une demi-tête. Donc, une seule tête. Les réactions hétérolytiques, c'est là où il y a les deux électrons qui voyagent en même temps. Et c'est une flèche à deux têtes qu'on va utiliser. Okay? Ça, c'est à peu près les deux grandes catégories. Je vous montre un exemple de chacun. Par exemple, les réactions homolytiques, c'est les réactions radicalaires. Ici, je l'ai dessiné c'est comme un thiol, un groupement RSH, duquel on a enlevé un hydrogène avec son électron. Ça, c'est l'électron qui reste sur le soufre qui faisait une liaison avant. Et donc, on le dessine pas comme une charge négative, mais plus comme un point, parce qu'il appartient au soufre. Cet électron-là, dans une réaction de type homolytique, va aller réagir avec l'alcène qui est juste à côté. Et comme c'est juste un électron qui voyage, on met une demi-tête. Et la double liaison qui est là, elle est faite de deux électrons. Elle va se briser et donner un électron au nouveau qui s'en vient. Si elle se brise, il en reste un sur ce carbone-là. Et c'est ce qu'on voit ici. RS, il y a maintenant une nouvelle liaison grâce à ces deux électrons-là entre le soufre et le carbone. Et en plus, il reste un électron sur le carbone qui est là. Juste ici. Ce genre de réaction-là, on n'aura malheureusement pas beaucoup de temps pour évaluer toutes les possibilités qu'il y a dans les réactions radicalaires. C'est un champ absolument fantastique de chimie organique, mais on ne l'abordera plus à partir de maintenant. Ce qu'on va surtout voir, c'est des réactions qui sont hétérolytiques, c'est-à-dire un mouvement à deux électrons. Par exemple ici, on a un iode qui est négatif, parce qu'il y a un électron de trop. Un de ces doublets pourrait attaquer une molécule ici, qui est légèrement positive. Pourquoi elle est légèrement positive? Parce que le carbone est lié au brome, qui lui est beaucoup plus électronégatif que lui. Donc, il y a une polarisation. Le carbone ici est légèrement dénudé d'électrons, il est légèrement positif. L'iode qui est négatif, avec un doublet à deux électrons, va attaquer le carbone. C'est donc, le carbone ici faisait 4 liens. S'il en fait un nouveau avec l'iode, il va être obligé de briser un de ces liens. Et les deux électrons ici vont s'en aller vers le brome. Parce qu'on a une nouvelle molécule, un nouveau lien ici, et un anion, un nouvel anion qui est parti avec les deux électrons de la liaison. Ça, c'est une réaction hétérolytique. Deux électrons qui voyagent. Dans cette réaction-là, on peut donner des noms aux deux réactifs qu'il y a ici. Celui-là, on va l'appeler le nucléophile. On va le voir dans quelques instants. Le nucléophile. Il aime les noyaux ou les parties positives. Lui, on va l'appeler l'électrophile parce qu'il avait une partie positive qui aime les électrons. Très souvent, on écrit Nu- et E+, pour différencier leur rôle. Ces deux-là réagissent très souvent ensemble, comme un acide et une base peuvent réagir ensemble, pour donner de nouvelles espèces. Ça peut être des espèces neutres, ça peut être des nouvelles espèces chargées. On va voir l'étendue des espèces dans le chapitre 7, dans ce type de réaction-là. Ce
qu'il nous reste à voir ensemble pour cette petite partie-là, c'est quelles sont les espèces chimiques qui font partie des nucléophiles et des électrophiles. Okay? Les nucléophiles, les électrophiles. Vous avez dans votre cahier 2 petites colonnes. Essayez de ne pas écrire très très gros pour pouvoir écrire les deux un à côté de l'autre. Je vous reviens dans 2 secondes. Parfait. Je vais essayer de ne pas trop vous cacher. Nucléophiles, c'est des espèces qui sont riches en électrons. Électrons supplémentaires, doublets d'électrons libres, liaison pi, ça va faire partie des nucléophiles. Ils aiment les charges positives ou les charges partielles positives, les fameux delta+. De l'autre côté, les électrophiles, ils sont pauvres en électrons et ils aiment les électrons ou les delta-. Ce que vous n'avez pas beaucoup, vous l'aimez ça beaucoup. D'accord? On va faire 3 catégories, fort, moyen et faible. Fort, moyen et faible pour les deux. Les forts nucléophiles, ce sont les espèces qui ont beaucoup d'électrons supplémentaires. Les anions, I-, Br-, Cl-, Rs-, CH3-. Okay? Donc, ça, c'est les forts. Les forts pour les électrophiles, c'est les très positifs. H+, ça en est un. CH3+, des espèces qui ont carrément un électron en moins. Les moyens pour les nucléophiles, c'est ceux qui ont des électrons, mais qui ne sont pas nécessairement chargés. Donc les neutres. Les doublets libres, par exemple dans NH3 ou H2O, seraient de bons exemples de nucléophiles moyens, grâce à leur doublet libre. Les électrophiles moyens, c'est les neutres. Donc, les espèces qui ont des orbitales vides, mais qui ne sont pas chargées. La famille du bore et de l'aluminium, dans le tableau périodique, les fameux acides de Lewis. Bore, AlCl3, plusieurs métaux de transition seraient les électrophiles moyens. Les faibles pour les nucléophiles, c'est ceux qui ont des liaisons pi. Ils ont des électrons, ils vont pouvoir attaquer, mais c'est des électrons qui sont occupés dans des liaisons. Donc, ce n'est pas des électrons disponibles pour faire des réactions. Donc, les liaisons doubles et les liaisons triples. D'accord? Pour ce qui est des faibles qui sont électrophiles, ça va être des delta+. Ce pas des espèces qui sont totalement chargées positivement ou qui ont des orbitales vides au complet. C'est plutôt des espèces qui ont, par exemple comme ici, un delta+ causé par la polarisation d'un lien à cause de l'électronégativité d'un autre. Donc, Br dans CH3Br cause un delta+ sur le carbone. Cette partie-là est électrophile. CH3OH, le H, il est légèrement électrophile, donc légèrement acide, parce que l'oxygène tire les électrons de son côté. Ce sont les grandes catégories ou les grandes espèces avec des exemples de nucléophiles et d'électrophiles. On fait des exemples ensemble en classe. Bon travail.